Je suis vraiment contente de pouvoir offrir cette formation-là ici à l'Université. Ça nous sort un peu de notre zone de confort dans des chaleurs ici. C'est pas de ça ailleurs à l'université. Puis, donc aujourd'hui, ça va être sur réduire son impact environnemental dans son entreprise. Vous voyez déjà ici un peu les différents sujets que je veux couvrir. Chacun comme correspond à justement une catégorie d'action, que ce soit gestion de l'énergie, gestion de l'eau, des déchets, communication, biodiversité ou émissions de gaz à effet de serre. Juste avant, pour prendre juste les entreprises qui voudraient réduire leur impact environnemental, les Québécois aspirent de plus en plus à une consommation plus responsable. Les résultats des dernières années montrent vraiment une volonté chez les consommateurs de repenser les modes de vie et de consommation. On sent qu'il y a vraiment une veille là-dessus sur laquelle les entreprises veulent de plus en plus se baser. Par contre, c'est sûr qu'il y a une petite différence entre les conditions et les actions. 86,3% des gens mentionnent être à la recherche de produits durables, mais c'est plutôt 68% qui déclarent avoir réellement utilisé ça là, dans leur choix. Donc c'est ça, c'est sûr qu'il y a une petite différence entre les conditions des gens et les actions. Il y a vraiment une vague sur laquelle les entreprises peuvent se baser là, au niveau des conditions des consommateurs. Ensuite, on peut avoir des raisons plus de protection de l'environnement en général. On sait que notre biodiversité est menacée, on a perdu tellement d'espèces, il y en a encore qui sont de plus en plus menacées. Puis dans les facteurs qui seront responsables de ce genre d'impact-là, on a le changement d'usage des terres et de la mer. Ensuite, l'exploitation directe de certains organismes, le changement climatique, la pollution et finalement les espèces exotiques envahissantes. Ce qui est intéressant, c'est que les 4 premiers points sur les 5, les entreprises ont beaucoup d'impact là-dessus. C'est beaucoup lié à notre mode de consommation, à notre économie, que ce soit justement les changements d'usage, l'exploitation, les changements climatiques, la pollution. C'est vraiment beaucoup lié aux industries. Donc, on a un fort impact là-dessus, donc un fort pouvoir aussi d'améliorer les choses. Et finalement, on peut avoir des raisons plus au niveau des changements climatiques. L'activité humaine, c'est la principale cause des changements climatiques à travers les transports, l'agriculture, l'élevage, le réchauffage, la gestion des déchets. Puis ça a plusieurs impacts, autant sur la santé, les infrastructures, que plusieurs secteurs économiques, tourisme, agriculture, foresterie, chasse, pêche, alimentation. Je vous ai mis ici un petit aperçu justement des impacts des changements climatiques auxquels on doit s'attendre, que ce soit diminution de l'enneigement, plus faible quantité qualité de l'eau. C'est pas la Gaspésie sortant, là? J'ai pensé la même chose. Les quantités. Diminution de l'enneigement. Oui, cette année, c'est une année exceptionnelle, mais ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines années, c'est une diminution de l'enneigement, parce qu'on va avoir plus de redoux durant l'hiver. Donc, la neige qu'on va avoir va refondre puis regeler. Donc, la couche de neige va être vraiment moins épaisse et moins bonne. C'est sûr qu'il y a d'autres endroits où ça va être plus intense, mais même ici aussi, il faut s'y attendre. Augmentation de la fréquence, l'intensité des pluies abondantes. Donc, une foule d'impacts qui vont affecter directement nos secteurs économiques concrètement. Je vais y aller directement dans les pistes de solutions que j'ai à proposer. Tout d'abord, en gestion d'énergie. En fond, je vais nommer avec vous comme les différentes actions. J'ai essayé de les classer selon l'effort nécessaire. Fait que les premières sont comme souvent très faciles à faire, n'ont pas beaucoup d'implications. Celles à la fin demandent un peu plus soit de temps ou d'argent. Vous allez voir selon, il y a des catégories que même celles à la fin, ça ne demande vraiment pas grand-chose. Puis, dans le fond, à la fin de chaque liste, je vais vous demander si vous avez des questions précises selon chaque action, parce qu'il y en a qui sont très claires. Il y en a des fois que vous ne comprenez peut-être pas l'impact environnemental que ça a ou l'action en tant que telle. En gestion de l'énergie, faire un tri, un nettoyage de la boîte mail, annuler les infolettres inutiles et limiter l'usage du cloud. C'est surtout parce que les systèmes informatiques consomment énormément d'énergie. Puis en utilisant ça, plus le cloud et tout, on consomme vraiment beaucoup plus d'énergie qu'on le ferait si, admettons, on utilise des documents qui sont concrètement sur un disque dur sur place.
éteindre les appareils, lumière, diminuer le chauffage lors des absences, paramétrer la veille des ordinateurs et appareils, éliminer les charges fantômes d'électricité. Une charge fantôme d'électricité, c'est par exemple lorsque un chargeur reste branché mais qu'il n'y a plus rien connecté. Le chargeur va continuer d'utiliser de l'électricité, même si l'ordinateur n'est pas connecté dessus. Donc, une solution qu'on propose, que, mettons, moi j'utilise dans mon bureau, c'est que toutes ces prises-là, je les mets sur un multiprise, puis à la fin de la journée, je fais juste éteindre ma multiprise. Ça m'évite d'avoir à tout débrancher. Je trouve que c'est une solution simple. Positionnement des meubles pour améliorer l'efficacité du chauffage, optimiser l'orientation solaire dans les bureaux, autant pour le chauffage que pour l'éclairage, on parle d'économie d'énergie. Repérer, remédier aux fuites d'air, que ce soit autour de portes ou de fenêtres. Privilégier les ampoules LFC, DEL aux incandescentes, les tubes fluorescents T5, T8 ou T12, qui consomment moins d'énergie. Favoriser l'achat d'équipements à basse consommation d'énergie. Investir dans un système d'éclairage programmable ou avec détecteur de mouvement. Placer des plantes grimpantes sur les murs extérieurs ou installer un toit vert ou une toiture réfléchissante. Donc, les deux, en été, ils vont refroidir, ils vont diminuer vos besoins de climatisation. Et en hiver, ils vont faire l'inverse, ils vont garder la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Installer une borne de recharge électrique et finalement, étudier la possibilité d'éliminer les sources non renouvelables d'énergie. Il y a encore une utilisation assez importante en région de mazout ou d'autres sources d'énergie qui ne sont pas l'hydroélectricité. Chaque point que j'ai mis en plus gras avec un petit sapin à côté, c'est parce que Sargim a une expérience là-dedans. Donc, je vais laisser vous parler un peu là, depuis comment ça s'est passé dans la coopérative. Merci Élise, bonjour. Merci de m'avoir invité en premier. Moi, c'est Denis Bugeaud, je travaille pour Sargim, une coopérative de travailleurs en production de plants forestiers pour le gouvernement. On a un emplacement à Murichelem, il y a un emplacement à Pépinière et des Chaleurs. Fait qu'on fait des plants forestiers pour le reboisement. Tous nos plants sont reboisés en Gaspésie. Ça fait une trentaine d'années que je suis là, une vingtaine d'années comme responsable des opérations, puis une dizaine d'années comme directeur général. J'ai une formation, j'ai une technique en foresterie, et moi, je m'en étais en aménagement. Hein? Donc, en aménagement, il y avait transformation et il y en avait un autre pour travailler plus en forêt. Moi, je voulais créer quelque chose. Hein? Fait qu'on part des semences et on fait des plants forestiers avec. Fait que je voulais quelque chose créer. Ça fait que certain que ça m'appelle le développement durable, ça m'appelait beaucoup. Ce que j'ai remarqué dans les dernières années au niveau du développement durable, on mettait des engrais chimiques et on mettait des pesticides. Fait qu'on a une prise de conscience pour dire, OK, hein, on a un aménagement, qu'est-ce qu'on peut faire, développement durable, pesticides, c'est pas la mode. Fait c'est là le déclic qui est arrivé pour dire, OK, on va faire une politique de développement durable pour essayer de contrer ces effets-là. Après ça, ça a fait boule de neige. Il n'y a pas seulement les pesticides et les engrais qui sont dommageables pour la santé et pour l'environnement. Il y a eu plein de choses. Fait que dans notre politique, on a fait un plan d'action qui nous a interpellés. Tout ce qu'Élise va parler tantôt, là, on a pas mal tout touché. Ça fait un petit topo pourquoi je suis ici. Paramétrer la veille des ordinateurs, comme Élise disait, je pense qu'on va bien s'entendre, c'est dans le plus facile. Hein, c'est certain que ça prend pas grand-chose pour dire, les ordinateurs, nous autres surtout, puis je vais vous parler surtout du concret, nous autres, qu'est-ce qu'on fait à la pépinière. On a 25% de notre temps dans le bureau, soit des 15% sur le terrain. Fait que certains, un ordinateur qui travaille et l'écran qui travaille 8 heures de temps, ça peut bon sens. Fait qu'on a programmé les ordinateurs et les écrans pour qu'il y ait une veille qui tombe en veille après 15 minutes, une demi-heure, tout dépendant de l'utilité. Ça a été le facile. Les charges fantômes, c'est ça, j'avais justement mis mon petit fil, là, les charges fantômes, la personne qui m'a expliqué les charges fantômes, elle m'a dit que c'est ça, les charges fantômes avec le petit bloc qui est dans quand même que tu t'envoies le jour, tu t'envoies avec ton cellulaire, ton ordinateur, mais il y a une mini-charge qui s'en va là-dedans, pareil, qui prend de l'électricité. Ça fait qu'on a fait la même chose, la nuit, tout est fermé et on déploie nos prises de courant. Repérer et remédier aux fuites. On a passé toutes les fenêtres, on a passé les portes. Nous autres, on a un petit laser. Style comme tu prends la température chez les enfants, mais c'est un laser qui a plus haute fréquence et basse fréquence. Fait qu'on a passé tous nos portes, on a passé tous nos fenêtres pour savoir s'il y avait des fuites d'air.
Fait que, à partir de ça, on a fait un plan d'action, on a changé des portes qui étaient plus étanches. Des fois, c'est juste des petits détails, c'est facile à faire aussi. Étudier la possibilité d'éliminer les sources non renouvelables. On a éliminé le mazout. Ça fait 3 ans qu'on a notre politique de développement durable. On a éliminé le mazout l'an passé. On avait le chauffage à l'huile dans les 2 entreprises. On a carrément éliminé ça, puis on a venu à l'électricité. On a un poêle à bois. C'est sûr que c'est renouvelable, le bois, mais ça dégage quand même des gaz à effet de serre. Fait que dans un avenir très rapproché, on va éliminer le poêle à bois qu'on a. En passant, je vous dirais, dans vos entreprises, allez chercher vos employés. Juste un exemple, j'ai fait courir le mot qu'on allait éliminer le poêle à bois. Dans la boîte à suggestions, là, c'était ça d'eau, là, des feuilles. Là, ça n'a pas de bon sens, puis on va geler, puis nos soutes de pluie ne pourront pas sécher la nuit. Puis, bon, ça fait, faites participer vos gens. Demandez-leur c'est quoi l'importance de ça. Parlez de votre politique de développement durable et de vos plans d'action. Si vous allez les chercher, ça va mieux embarquer. Après ça, au niveau, on a des côte à côte, on a des 4 roues, puis là, on avait besoin d'autres moyens de transport parce qu'on a augmenté le nombre de plans qu'on faisait. Fait que présentement, on a 4 cartes de golf à batterie qui s'en viennent chez nous. Fait qu'au lieu d'acheter des côte à côte ou des 4 roues, mais il s'en vient des cartes de golf. Ça fait qu'on pourra pas tout changer les 4 roues. Ils sont bons, ils sont payés, on les garde. Mais on est capable de dire, la prochaine fois qu'on va acheter quelque chose, mais on est capable de regarder si on est capable d'aller autre chose que dans le mazout. Il faut aller à la même place avec ton peur de golf, et pas partout non plus. J'imagine Non. qu'il y a des terrains plus accidentés. Oui. Le corps fait d'un coup sur le côté. Oui, exactement. Mais les cartes de golf, on a changé, on a demandé d'avoir des roues avec des crampons un petit peu qui vont poigner un petit peu plus, parce que le printemps, il y a des places qu'on n'aurait pas pu se rendre. Mais c'est tout quelque chose à regarder, là. Vraiment, qu'est-ce qu'on a sur le terrain et qu'est-ce qu'on veut. Juste ajouter que ce qui est le fun beaucoup dans la section gestion d'énergie, c'est que c'est des solutions qui amènent aussi des économies pour les entreprises. Puis il y a comme les dernières, ils demandent plus des investissements, mais les premières ne demandent aucun investissement, très peu de temps, puis peuvent apporter des économies directes. Donc il y a plusieurs avantages à ça. Je vous mettrais, je pense trop, tu me le diras. Un côte à côte, c'est 17 000 $. Un carte de golf, c'est 5 000 $. C'est qu'il y a quand même une grosse économie à faire. Donc, tu peux te permettre des grosses. Oui, exactement. Oui. Fait que, prochaine section, gestion des déchets. Donc, j'ai une première liste plus générale, puis après des plus spécifiques. Je voulais demander si vous avez des questions par rapport aux actions précédentes, s'il y en a que vous aimeriez plus de détails. Ça va bien. Parfait. Donc, gestion des déchets. Intégrer l'analyse du cycle de vie dans le processus d'approvisionnement. C'est quand on choisit nos fournisseurs, qu'on choisit qu'est-ce qu'on achète, de prendre en compte comment il a été produit, puis comment va durer le produit, puis comment il va être éliminé. Donc, est-ce qu'il est recyclable, est-ce qu'il est compostable, est-ce qu'il va me durer 5 ans, est-ce qu'il va me durer 20 ans. Donc, de prendre ça en compte dans notre processus d'approvisionnement plutôt que de juste regarder le prix, comme c'est souvent fait. Prioriser la réparation sur l'enfouissement, bien entretenir les équipements, matériaux, conserver de manière optimale les matériaux et ressources susceptibles d'être altérés. Engager des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça peut être par exemple de bien évaluer les besoins ou de donner des restants quand on organise un événement, entre autres. S'assurer que la vaisselle jetable, si on a absolument besoin d'en avoir, qu'elle soit compostable. Faire du compost. Il y en a de plus en plus qui font ça. Il y a la MRC Rocher-Bercier qui font du compost, un peu à Gaspé aussi, certaines entreprises. Mais dans le reste de la Gaspésie, c'est rendu obligatoire pour toutes les entreprises à Gaspé. Résidentielles. Oui, c'est ça. En juin. Quand on a eu comme des discussions entre MRC Avignon, Bonaventure pour aussi mettre un système de compostage, mais pour l'instant, c'est beaucoup du domestique que les gens font, puis ils peuvent aussi le faire dans leur lieu de travail. Analyser les options de marché pour valoriser ces rebuts et rejets. Souvent, dans les entreprises, on a des résidus de quelque chose qui n'est pas utilisé, qui pourrait être utilisé par une autre entreprise ou par un particulier. Donc, d'aller regarder ces options-là.
À l'inverse, utiliser les rebuts de matériaux d'autres entreprises, ça peut être aussi possible. Je peux vous nommer l'exemple de la brasserie Naufrageur qui font leur bière à l'abordage, qui utilisent justement des résidus de fraises de la ferme d'Audage. C'est un nouvel exemple de collaboration comme ça. Puis finalement, vendre un service associé à un produit plutôt que le produit lui-même, afin d'en contrôler l'entretien, la réparation, le reconditionnement et ou le recyclage. Je donne un exemple, Michelin, les pneus Michelin. Avec les compagnies de camionnage, ils ont commencé à ne plus vendre leurs pneus, mais vendre le service associé aux pneus. C'est eux qui viennent faire l'installation du pneu. Ils s'assurent que le pneu a toujours la bonne air, ils vont aussi le recycler à la fin. Donc, ils gardent tout le temps la propriété, puis ça fait que le produit peut durer beaucoup plus longtemps, puis être réutilisé de façon beaucoup plus efficace. Quand on vend le produit, on perd complètement le contrôle de ça, puis les gens ont peu les capacités de savoir comment bien utiliser efficacement, puis recycler tous les produits qu'ils achètent. Donc, c'est aussi une option. Au niveau de valoriser les rebuts, chez nous, on a des gros sacs de vermiculite et de silice. Ça nous prend ça, c'est de l'intrant pour faire notre mélange pour les flancs. Puis ces gros sacs-là, on faisait absolument rien avec ça. Fait que là, on les place par paquet de 10 dans un sac. Ça fait 11. Puis il y a des pêcheurs qui viennent les chercher. Ils mettent leurs bouées dedans. Les grosses bouées à l'automne, ils les ramassent. Il y a une entreprise chez nous qui a commencé à faire du compostage. Fait que leur compostage qui est prêt, ils peuvent le mettre dedans aussi. Et il y a des entreprises qui vendent du bois de chauffage pour les campings l'été. Fait qu'ils prennent le bois de chauffage et ils mettent ça là-dedans. Après ça, c'est facile d'aller avec un tracteur avec des fourches, c'est ça. Des fourches pour aller livrer ça dans les campings. Et on a des palettes de bois. On reçoit là au-dessus de 150 palettes de bois par année. Fait que ces palettes-là, il y avait un gros tas. Fait qu'on a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Fait qu'on a lancé l'idée, il y a quelqu'un quand on veut. Fait que là, il y a des gens qui vont venir chercher pour le bois de chauffage, pour mettre en dessous de le bois de chauffage, pour corder. Il y a des artistes de la région qui vont venir chercher. Fait qu'ils coupent les palettes, ils prennent des morceaux qu'ils veulent, ils font des sculptures, ils les travaillent. Fait qu'après ça, ils puissent les revendre par après. Puis, il y a des employés qui peuvent le prendre pour le bois de chauffage aussi. Ils ont besoin de petits bois pour allumer. Ils viennent chez nous, ils en prennent des palettes, puis ils s'en vont avec ça. Fait que ça a diminué de moitié chez nous. Là. Fait que si vous en voulez, vous appellerez. On en a. Pas cher, on les donne. On les donne, c'est pas, on se débarrasse. Oui, c'est ça. Exactement. Ça fait que tout on les passe. C'est un service qu'on offre aux gens. Chez Pinterest, qui est un site oui. visité, oui. Il y a de très très beaux murs qui sont faits avec des palettes. Oui. C'est suffit d'avoir l'idée. Oui. Ah, j'ai un sofa de par terre chez nous fait en palette. Oui. Non, c'est tes idées. Est-ce que vous avez des questions sur certaines de ces actions-là? Toujours dans la gestion des déchets, les actions qui sont plus de vraiment réduire à la source les déchets. Par exemple, de passer une facture électronique, de se désabonner de l'annuaire, des publicitaires circulaires et journaux, surtout ceux qui sont inutiles. Il y en a que vous utilisez, mais ceux qui sont inutiles, qu'on voit souvent automatiquement, il n'y a pas moyen de se désabonner. Inviter les gens à recevoir par courriel ce que vous leur envoyez par la poste. Dans le domaine du possible, bien sûr. Minimiser le nombre de photocopies, d'impressions. Utiliser du papier recyclé, labellisé FSC. Favoriser les produits promotionnels ou cadeaux de tirage immatériel. Remplacer tous les petits crayons qui se ramassent souvent à la poubelle ou les petites figurines de plastique qui se ramassent aussi souvent à la poubelle par des trucs comme des cartes cadeaux, des événements. Des choses qui ne seront pas gaspillées. Favoriser aussi une diffusion raisonnée de ces objets promotionnels-là. Passer aux bouteilles d'eau réutilisables, on le voit de plus en plus, ça devient un automatisme. Utiliser du papier toilette ou des essuie-mains faits de papier recyclé, ou encore offrir des serviettes à main lavables, que ce soit en cuisine ou à la salle de bain. Remplacer les outils à usage unique par des réutilisables. Bâtonnet de café, gobelets, ustensiles, etc.
mettre en place un point de lavage autonome de la vaisselle réutilisable, par exemple dans les événements, dans les rencontres. Souvent, ben, on ne peut pas se ramasser avec comme plein de vaisselle à faire à la fin. Donc ça, on peut mettre juste un petit bac rincé, un petit bac lavé, un petit bac séché. Puis les gens font ça, ça leur prend 1 minute, puis voilà, c'est réglé. Remplacer les contenants individuels alimentaires par de plus grands formats, que ce soit le lait, le sucre. C'est quand même très facile d'acheter un contenant plus gros, puis les gens sont tout le temps satisfaits parce que souvent les gens ils prennent pas juste un petit contenant, fait que là, ils en prennent 3-4. Un gros contenant, c'est tout aussi bien. Privilégier l'emballage éco-responsable et l'achat en vrac. Ça peut être autant au travail de bureau, dans les événements, que vraiment, mettons, si vous avez des fournisseurs pour le produit que vous vendez, favoriser un emballage qui va être recyclable, compostable, réutilisable. Et favoriser l'utilisation de matériaux durables plutôt que des trucs qui vont justement être aux poubelles après très peu de temps. Est-ce que vous avez des questions sur certaines de ces actions-là? Y a-t-il un site, tantôt quand vous parliez, faire des échanges avec d'autres entreprises qui ont des déchets que moi je pourrais réutiliser, à part connaître tout le monde dans l'expédition des entreprises, y a-t-il un lieu de référence, un blog ou un site, je ne sais pas, on pourrait travailler avec la Chambre des commerces aussi, sur lequel, une sorte de plateforme que moi j'écrirais, hey, j'en ai des sacs, j'ai des palettes, oui. Ça existe tout ça? Oui. Oui. Oui, ça existe. Oui. Le CIRAD a fait un projet qui s'appelle Symbiose Gaspésie. Synergie Gaspésie. C'est justement cet objectif-là dans les entreprises que les déchets demeurent peuvent servir comme matière première ou par l'autre. Il y a eu des rencontres d'échanges, puis la plateforme n'est pas si utile que ça, c'est plus des rencontres en personne qui ont vraiment porté fruit. Ça marche. Puis il y a Synergie Outaouais, Synergie des Amis nationales. C'est quand même c'est relativement nouveau depuis peut-être 3 ans. Là. Ça commence là, à se développer. Donc, il y a des CIRAD, peut-être chercher Synergie Gaspésie ou CIRAD avec 2D sur Internet. Puis c'est une référence ici. Il y a d'autres questions. Moi, j'ai d'autres questions. Oui, c'est vrai. C'est par rapport à la rubrique d'avant que j'avais écrit sur le chat, mais je voulais savoir, Élise, est-ce que, ou monsieur, je me souviens plus votre nom, désolé, est-ce que vous connaissez des entreprises, peut-être dans la MRC d'Avignon ou Bonaventure, peut-être des restaurants ou autres qui font du compost sans avoir de service de ramassage organisé par la MRC? À ma connaissance, non. Non, moi, j'en connais pas. Non, je sais pas. Ou alors des modes justement de synergie, des entreprises qui donnent peut-être les résidus. Moi, je pense à Pain Rouge avec la cafétéria en hiver où on a des résidus. Tu sais, comment optimiser les déchets organiques là, pour que ça serve peut-être à une autre entreprise. Ouais, on a des cochons des partages. Il y a des échanges plus de dons alimentaires. Il y a certaines épiceries qui font des dons alimentaires auprès de banques alimentaires. Mais pas nécessairement des déchets organiques qui sont réutilisés. Ah, ok. On parle ça serait une porcherie qui utiliserait aussi certains déchets pour nourrir ses cochons à Nouvelle. Ça serait à vérifier. Oui, c'est le cas, je le connais, oui. Ah, ok. Bon. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est dans la synergie qu'il peut y avoir entre une ferme, quand on arrive avec des gros volumes comme la restauration, puis qu'il n'y a pas de bac de récupération de matière précise, il peut y avoir une association de fait avec une ferme qui a des enveloppes de compostage, du fumier, puis qui a déjà son certificat d'autorisation pour son donnage que le restaurateur aura. Ça, c'est beaucoup plus facilitant. Comme par exemple, la ville de Bonaventure, depuis plusieurs années,
On fait un lien avec une ferme de Bonaventure. Puis à l'automne, il y a une cueillette de feuilles mortes, de feuilles mortes, de branches, des balles de paille, de décoration d'Halloween. Ils font ça justement après l'Halloween. Là. Puis ça s'en va sur une ferme. Puis même le monsieur, il dit que les gens sont tellement respectueux. Dans les tas de feuilles, là, il n'y a pas un vieux gant. Les gens sont tellement respectueux dans leur façon de mettre ça au chemin que le monsieur s'en sert comme litière auprès de ses vaches. Là. Puis les veaux adorent les se mettre à place d'un citrouille. Là, puis, il trille déjà, il récupère déjà sur sa ferme, puis il va mettre le reste dans ses andins de fumier. Mais tu sais, il récupère toutes les citrouilles pour les veaux, puis il n'adore pas. Sur Savignon, récupération alimentaire. Ouais, sur Savignon, font de la récupération de dons alimentaires. Puis, si je peux mentionner un dernier exemple, la conserverie mobile Autodispo, qui se propose d'aller chez les fermes pour utiliser leur surplus de légumes puis en faire des conserves. Donc, il y a des initiatives un peu partout en Gaspésie, mais c'est ça, les connaître puis établir les contacts là, entre. On a encore du travail à faire. Dans le réemploi, plutôt, par exemple, réutiliser le papier imprimé d'un seul côté, ça devient de plus en plus norme. Réutiliser le matériel de classement aussi, ça, les pochettes, les classeurs, les cartons. Des fois, juste de prendre l'automatisme d'écrire sur ces matériels-là au crayon à mine plutôt qu'au crayon feutre, ça peut signifier bien des déchets. Mettre à disposition des articles usagés pour les employés, que ce soit papier, crayon, cahier. Privilégier l'achat de produits usagés, que ce soit justement des petits outils ou des petits mobiliers, des électroménagers, tout ça, tout en possibilité d'en trouver usagés. Louer au lieu d'acheter lorsque possible, surtout quand c'est des équipements que vous n'avez pas besoin très souvent, bien, ça peut être aussi plus économique financièrement. Privilégier une signalétique éco-conçue, c'est-à-dire, par exemple, si vous produisez des banderoles, des affiches, de pas nécessairement mettre une date dessus ou de mettre en sorte que vous pouvez changer les chiffres ou les dates pour pouvoir réutiliser le même matériel année après année. Réutiliser les matériaux autant que possible. Réinventer un objet pour une réutilisation à l'interne ou à la revente. Puis finalement, mais partager tout ça, des locaux, des équipements, des matériaux, de l'énergie, des services, des déplacements. Souvent, on a des besoins assez similaires entre différentes entreprises, puis on pourrait tous bénéficier là, de mettre en commun une économie d'argent, encore une fois, et l'utilisation de ressources. Okay. Chez nous, nous avons à Sargil 23 structures en métal qu'il faut mettre des plastiques dessus. Ça coûte 800$ du plastique. À Pépinière des Chaleurs, on en a 20. Ça coûte 1200$ du plastique. Quand on a commencé en 88, là, ben, ces plastiques-là, on les prenait après une année, on les prenait et on les jetait. Hein? C'était des sous, puis c'était la pollution aussi. Après ça, on a dit ça comme pas de bon sens. Fait que là, on les recycle minimum 3 ans, puis on peut aller jusqu'à 4 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on les recycle pas 4 ans? Quand ils sont trop sales, la lumière passe pas, nos plants poussent moins bien. C'est ça qui nous dit si on les garde. Des fois, on les garde juste 2 ans. Des fois, 3 ans ou 4 ans. Ces plastiques-là, par la suite, quand ils sont enlevés sur nos structures, on les place sur nos plants qu'on sort à l'automne des tunnels. On met un petit feu sur nos plants et on met le plastique par-dessus pour les recouvrir quand la neige tarde à tomber. Quand ceux-là sont moins beaux, il y a des gens qui viennent chez nous pour dire « Ah, vous n'avez pas des plastiques, j'ai du bois de chauffage. Je veux abriller mon bois de chauffage à l'automne. Hein? J'ai vos palettes, je les ai mis en dessous, je mets mon bois de chauffage, je mets votre plastique par-dessus. J'ai besoin de mettre 3-4 petits morceaux de tape parce qu'il y a des trous dedans. Après ça, ça recouvre sur votre chauffage. Et on en donne aussi aux municipalités pour le ciel de déglaçage et le sable aussi. Fait qu'aux autres, ils font un gros tas. Fait qu'au lieu de faire une structure en métal ou en bois, ben, ils prennent ça et ils mettent les plastiques. Les plastiques ont quand même 330 pieds de long, 30 pieds de large. C'est quand même des gros plastiques. Ça, c'est un bel exemple qu'on fait chez nous là, de renouveler ce qu'on a acheté. Là. Une deuxième, troisième, quatrième vie. Ça ne pourrait pas être des serres en vitre ou en... Des serres, hein? En vitre, en article.
mettre un matériel qui est plus durable? Non, parce qu'il faut enlever ces vitres-là à l'automne. Il faut que la neige tombe sur les plans. C'est un très bon isolant, la neige. Là. Fait qu'il faut les enlever à l'automne, ils tombent la neige, ils protègent et on met les plastiques le printemps d'après. Bonne idée, Valérie? Vous avez d'autres questions sur ces actions-là? La dernière sous-section dans la gestion des déchets, ben, c'est des actions plus d'encadrement. Par exemple, de toujours installer un bac de recyclage à côté de chaque poubelle. Ça peut sembler basique, mais si on a l'option d'une poubelle ou du bac de recyclage quelques mètres plus loin, bien souvent les gens vont prendre la décision facile d'y aller avec la poubelle. Donc, en mettant tout le temps les deux ensemble, bien, on s'évite ce raccourci-là. Paramétrer les imprimantes pour régler la fonction impression recto verso, encre noire et blanc et le mode économie d'encre par défaut. Former les employés sur le principe des 3 RV. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des 3 RV. C'est réduire à la source, réemploi ou réutilisation, recyclage et finalement valorisation. Donc, c'est dans cet ordre-là que Recycle Québec voudrait qu'on les priorise de la réutilisation. Réduction à la source. Réduction à la source, réemploi. Toujours ça. Recyclage. Faut vraiment que les employés comprennent que le recyclage, c'est la dernière étape et non pas la première. Afficher des aides-mémoires aussi pour le tri, recyclage, compostage. Il y a encore des incompréhensions, surtout si, admettons, dans le travail, il y a des trucs on recycle souvent les mêmes choses, on a souvent les mêmes produits. Donc, on peut facilement faire un petit aide-mémoire des produits qu'on utilise le plus, pour que les employés sachent si ça va au recyclage ou pas, si ça va au compostage ou pas. Installer des contenants destinés à emmagasiner les déchets dangereux, piles, cartouches d'imprimante. Ensuite, ils peuvent être apportés à l'éco-centre. Il y a aussi l'électrobac, qui est un bac de recyclage pour les petits déchets électroniques, dont on peut se prévaloir auprès de Recycle Québec. Au niveau du 3RV, c'est meilleur que moi, parce que moi, j'ai obligé de les écrire. Je lui ai dit, je vais l'aider, maintenant, ça a super bien été. C'est ça, nous autres, on fait beaucoup de prévention avec nos employés. Quand on a une assemblée générale annuelle ou à la rencontre du printemps, parce que ça, on travaille, c'est quand même saisonnier, fait qu'au printemps, quand les gens arrivent, avril-mai, il y a toujours une rencontre, juste l'assemblée générale annuelle, il faut quand même redire à toutes les années, hein, ils ont été chez eux pendant 6 mois, fait qu'ils reviennent, fait qu'on redit les mêmes choses. Chez nous, quelque chose de concret au niveau de la réduction à la source, mais depuis 2 ans, on prend uniquement 15 à 20 de papier. On était à 100% avant. On est rendu que les talons paye sont envoyés de façon électronique. Les factures nous rentrent de façon électronique. On paye de façon électronique aussi avec accéder les fournisseurs. On est à 85-90%. Le réemploi, je parlais des palettes tantôt. Hein, ça, c'est le réemploi, prendre une palette pour faire d'autres choses avec. Au niveau du recyclage, on fait le tri, comme je l'expliquais tantôt. On fait le tri de nos déchets, puis on a justement des boîtes pour les canettes de liqueur, les canettes de Gatorade, des choses de même. Après ça, la valorisation, les arbres avec la tourbe, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre propre compost. Il y a des arbres et de la tourbe les arbres sont pas aptes à aller se faire reboiser, fait qu'on prend et on fait de la tourbe, du compost. Mais pour tout de suite, on n'a rien à faire avec ce compost-là. Il y a comme rien il n'y a pas d'agent qui va le faire composter comme il faut. Fait que là, on a une entente peut-être avec l'exploitation Jaffa qui est rendue à Saint-Alphonse, qu'on pourrait leur donner ou leur vendre nos déchets aux autres, ils pourraient intégrer ça, parce qu'il y a quand même des éléments minéraux là-dedans, que ça pourrait faire un compost avec des éléments minéraux qui seraient peut-être mieux là, qu'un compost plus minime. Puis c'est ça, on fait l'affichage tout ce qui est tri, tout ce qui est les affichages aussi, on le met dans le manuel de l'employé qu'on donne à chaque employé qui arrive à la pépinière. On a un Facebook privé aussi, puis une fois de temps en temps, quand il y a des choses qui sortent sur le tri. Recycle Québec aussi, un beau petit site, là, où vous tapez là-dessus Recycle Québec, c'est une application mobile. Tu envoies là-dessus, sac de plastique, oui, c'est recyclable, oui ou non, oui ou, ok, centre de tri à une telle place en Gaspésie. Fait que ça, j'adore ce petit site-là, quand je sais pas, là, boîte de carton d'œuf, là, tu vas faire une petite recherche là-dessus, là, c'est super intéressant.
Mais quand on a des choses de même, on l'envoie à nos employés par notre page Facebook. Mais c'est redire souvent. Vous avez des questions sur les instructions? J'ai peut-être une question, puis peut-être que c'est peut-être plus intéressant de répondre à la fin de la présentation, mais quand même. Est-ce que chez Sangem, vous avez pris, tu sais, comme l'an zéro, qu'est-ce que ça nous coûte de frais, que ce soit dans l'énergie et tout ça, pour arriver, votre plan environnemental, c'est la 3e année. Oui. Est-ce que vous l'avez fait ou vous prévoyez faire une comparaison à un moment donné monétaire pour dire, depuis qu'on a appliqué ce plan-là, on a sauvé so much en économie? À la fin de notre plan d'action est sur 5 ans. 5 ans. Est sur 5 ans. Je dis pas que notre plan d'action est coulé dans le béton. Quand on arrive à la 3e année, on fait une rencontre justement en juillet. On va faire une rencontre, on va dire, hey, ça, c'est comme important. On n'attendra pas la 5e année pour le mettre dans le plan d'action. On est capable. Bon. Puis s'il y a des choses qui étaient trop optimistes ou trop flyées, mettons, on va l'enlever, on va dire, OK, ça, on le fait pas. Mais après 5 ans, oui, on va essayer de faire un bilan de l'année 0 jusqu'à l'année 5. Qu'est-ce qu'on a sauvé juste les côtes à côte, les câbles de golf comparé aux côtes à côte, mais ça, on va déjà l'avoir, là. Déjà, on le sait un peu aussi avec notre facture d'électricité. À toutes les années, on a 5 compteurs. Fait qu'à toutes les années, janvier jusqu'à décembre, on a notre consommation d'électricité par compteur. Fait qu'à la fin de l'année, moi, je regarde ça, je dis, hey, on a trop consommé là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Fait que moi, je vais aller à ce compteur-là, il était brisé, ou qu'on a mis une nouvelle pompe que les gens m'ont pas dit, OK, c'est correct. Là, on a acheté une nouvelle pompe, puis elle consomme la moitié moins d'électricité. Fait qu'au lieu de coûter 2000$ dans une année, ça va être 1000$. Fait que déjà, on sait, au fur et à mesure, déjà, on le sait. Des résultats intéressants. Oui, mais il va y avoir un bilan à faire à la 5e année. Ouais. Oui. Ça va être intéressant Oui. D'en faire la promotion de ça. Oui. Pour, comment je dirais ça, inciter les gens. Les entreprises à Vous allez voir ces petits corps de gars, pas? Oui. Comme les usages sont différents, tu sais, je veux dire, chez vous, peut-être, vous n'avez pas besoin de corps de golf ou de cadeaux. Mais il y a peut-être d'autres choses aussi qui pourraient s'ajouter à votre plan qui n'est pas sur un autre, mais qui, en les partageant et en regardant l'économie qu'on peut en faire, ça devient intéressant et stimulant pour d'autres entreprises. Oui. Les autres, on va faire ça, les autres aussi. Oui. Un pas à la fois. Exactement. Pas essayer de tout faire la même année. C'est ça. OK, prochaine section. Gestion de l'eau, assez courte. Privilégier les toilettes à double chasse. C'est celles qui ont comme une toilette, deux chasses qui consomment différentes quantités d'eau. C'est de la merde. Voilà. J'essaie de sauver, puis t'es obligé d'en repaiser 3 fois. Mais moi, je vais vraiment dire ça, tomber ça va. Tomber, ça va. C'est pas la bonne toilette. C'est pas la bonne toilette. C'est pas aller. C'est pas l'expérience. Mais ça existe. Privilégier les robinets et urinoirs à détection ou à pédale. Économiser de l'eau encore une fois. Et équiper les robinets de mousseurs, qui sont aussi appelés économiseurs d'eau ou prise-jet. C'est des petits outils qu'on installe directement sur un robinet traditionnel, puis qui y ajoutent de la pression dedans. Donc, on a besoin de moins d'huile, on va moins consommer d'eau pour avoir la même pression. Installer un baril récupérateur d'eau de pluie à l'extérieur pour réutiliser ça, que ce soit sur nos plantes ou autre chose. Minimiser les surfaces imperméables, souvent autour de notre bâtiment, par exemple les stationnements, dans le but de justement minimiser le ruissellement de l'eau qui transporte souvent beaucoup de contaminants qui se ramassent parfois jusque dans le rivière. Utiliser des compteurs d'eau pour justement garder une idée là, de à quoi ressemble notre consommation puis pouvoir agir si on voit un problème. Installer un jardin de pluie, ça c'est comme un aménagement paysager assez traditionnel ou une plate-bande où c'est tout simplement d'utiliser la pente et des végétaux pour ramener l'eau de pluie dans le sol aux sources d'eau souterraines plutôt que de l'envoyer justement au système d'égout qui doit être traité. Et utiliser un couvre-sol local qui nécessite moins d'irrigation que le gazon traditionnel. Au Québec, on n'est pas fait pour avoir du gazon, c'est vraiment pas quelque chose
qui est supposé pousser ici. Donc, en utilisant un couvre-sol qui est plus local, ben, on économise beaucoup en gestion d'eau, entre autres. Compteur d'eau, à New Richmond, on est, à part les maisons, on est le principal consommateur d'eau. À Pépinière-Baie-des-Chaleurs, il y a Pêche MDM. Les autres sont les premiers consommateurs d'eau à Passediac. Les autres, on se trouve les deuxièmes plus grands consommateurs d'eau. Ça fait qu'on a mis des compteurs pour voir une année sur l'autre, est-ce qu'on a le même nombre de mètres cubes d'eau qui passe. Si jamais une année, on a la même quantité de mètres carrés à arroser, puis là, ça vient 20-25%, mais on a peut-être une fuite en quelque part. Là. Il va falloir trouver la fuite. Là, on se trouve à consommer de l'eau qui est connue d'aller en dessous, mais sur les plans. Vu qu'on consomme beaucoup d'eau aussi, on s'est fait une charte. Nous, on se trouve avoir des récipients. Okay? Puis avant, c'était très suggestif de prendre le récipient et de dire, y a-t-il assez d'eau, il n'y a pas assez d'eau. Fait que ça parlait quand même quelqu'un d'expérience pour avoir cette idée-là. Fait qu'on disait des fois on en met pas assez, puis des fois on en met trop. Fait que lorsqu'on a monté une charte d'humidité. On sait qu'entre 70 et 85%, on est dans notre range qu'on veut garder nos plants. Il faut que nos plants soient en bonne santé. Fait qu'à peu près n'importe qui peut arriver avec une balance. On va avoir une balance mécanique dans le champ. On met la balance là, on pèse des récipients. On a des plants témoins. Les récipients témoins, on les pèse, on fait le moyen, on peut dire, ah, OK, on est dans le milieu de notre raquette, on n'arrose pas. On est capable de toffer 2 jours encore. Mais il y a 15 ans de ça, peut-être qu'on les aurait arrosés. Puis peut-être pour rien. Puis en plus, on aurait perdu des sels minéraux qui sont dans la carotte, qui s'en vont dans le sol. Ça fait, en faisant ce système de balance, et c'est simple, c'est une balance mécanique avec une charte, là. Fait que ça, on a trouvé que c'était très intéressant. Et on a des plates-bandes, on prend la table, puis on a des gicleurs qui arrosent. Mais on avait mis des gicleurs partout, comme ici, on a un gicleur qui faisait 360 degrés. Là, on a dit, si on veut économiser de l'eau un petit peu, pourquoi qu'on arrose à côté le chemin? Là? Ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que là, on a regardé, et il y a des gicleurs à 180 degrés. Fait qu'on met un gicleur ici à 180 et ça arrose uniquement nos plants. Ça arrose plus en arrière. Donc, on a réussi à diminuer de quasiment 10% notre consommation d'eau. Fait que c'est des petits trucs comme ça. Il faut juste s'asseoir, regarder, analyser, penser. C'est des petits trucs qui ne coûtent pas tellement cher. Est-ce que vous aviez eu l'accompagnement de l'UQAM pour monter votre plan d'action? Oui. Nous autres, on est une coopérative. On fait partie de la Fédération québécoise des coopératives. Puis, il y avait eu un projet pilote avec eux autres. C'était du stagiaire qui venait de la France. Il a dit, qui est intéressé? On a levé la main. Fait qu'on l'a fait avec cette personne-là. Après ça, il y a Maxime Côte-Noire qui est arrivé dans la région, consultant en développement durable. Puis il dit, voulez-vous faire partie de ça? Fait que nous autres, on a fait Pépinière-Baie-des-Chaleurs par la suite. Et après ça, on a regroupé les 2 plans d'action parce qu'on fait la même chose. Ça fait qu'on a un comité paritaire, il y a des gens du terrain des 2 côtés, plus Maxime. Et quand tu prends quelqu'un qui connaît ça, mais tu sauves du temps. C'est sûr, ça coûte un petit peu plus cher, mais il va te faire allumer sur des choses que tu vois pas, là. Puis, t'as pas le choix, il est là, il faut que tu t'assoies avec lui, il faut que tout le monde s'assoie avec lui. D'autres, ce qu'on fait, pas tant s'asseoir, il faut aller travailler. Hein? Il faut aller travailler, il faut gagner de l'argent. Mais quand on a quelqu'un qu'on lui donne un petit peu de sous, on n'a pas le choix de s'asseoir avec lui. Puis après ça, on voit, je vous dirais, notre qualité de plan est meilleure que ce qu'on avait il y a 10 ans de ça, depuis le temps qu'on a notre politique de développement durable. Des petits détails qu'on ne pensait pas qu'en fait, ça a amélioré la culture. L'argent pour les responsables. C'est ça, puis il y a plein de choses que je vois aussi qu'on pourrait ajouter dans ça pour les toilettes traditionnelles. On sait qu'il rentre un bon 5 gallons et plus dans la boîte. Pas le bol, mais le réservoir. Puis si on met du solide, comme par exemple 2-3 briques, mais sans nuire aux flottes, la flotte va faire quand même son travail. Il n'y aura pas de débordement, puis l'espace pris par des briques maintenant. Là, je dis des briques parce que c'est ce qui m'est vu par la tête, mais c'est dans l'automne, c'est un peu par volume. À ce moment-là, ton eau, tu n'auras pas besoin d'un 5 gallons pour flusher un petit pipi. Fait que ça remplace les 2 boutons de madame. Ouais. Ça va peut-être mieux marcher. Ça. Ça ne coûte pas cher d'eau. C'est les toilettes que c'est obligé de changer à toutes les. OK, aussi. Ouais. Moi, j'avais une question aussi. Je ne me connais pas bien, mais quand on parle de couvre-sol local,
versus gazon, j'ai un petit peu de. Je me connais pas, j'ai de la misère à voir la différence. Quand tu parles de couvre-sol local, c'est quoi en fait? Un bon exemple, ben, c'est le trait. Ok. Ça pousse vraiment bien. Puis tu as vraiment moins besoin de le couper parce qu'il arrête de pousser à une certaine distance. Fait que, c'est une assez bonne option. L'autre jour, je me promenais au Canadian Tire, puis il y avait des options de couvre-sol local, mais je ne me souviens plus des noms que les autres, les espèces qu'il y avait. Comme il y a sûrement juste parce que moi, quand c'est vert, j'appelle ça juste du gazon, puis que Ouais, c'est ça. C'est bon. Prochaine section, émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout d'abord, ben, ça peut être intéressant en entreprise de participer à la semaine des transports collectifs ou à la journée en ville sans ma voiture. En ville, c'est une semaine ou c'est une journée où les employés peuvent s'engager à ne pas utiliser leur voiture. Favoriser le transport en commun, par exemple, adapter l'horaire des employés pour que ça soit possible que les employés prennent le transport en commun, ou encore mettre un incitatif financier. Des fois, on rembourse les déplacements de nos employés, mais on peut faire en sorte que donner un certain montant si la personne choisit de prendre l'autobus à la place d'un véhicule. Favoriser le transport actif aussi, par exemple en installant un porte-vélo sur le lieu du travail. Favoriser le covoiturage. Pour se rendre au travail, ben, ça peut être par exemple en ayant un stationnement réservé pour ça, ou des tarifs de stationnement particuliers, ou en faisant de la sensibilisation, des conversations de groupe. Des fois, de juste comme initier la conversation au sein de l'employé, ça peut amener des initiatives de covoiturage entre les employés qui vont être un peu de ça des fois. Privilégier le télétravail. Des fois, c'est un peu dur, mais dans le domaine du possible, ça permet d'économiser vraiment beaucoup de déplacements. Former les employés à l'éco-conduite, c'est une façon de conduire qui économise la consommation d'essence. Diminuer l'impact routier de vos fournisseurs par une meilleure gestion des commandes, par exemple un inventaire perpétuel, c'est-à-dire de toujours savoir qu'est-ce qu'on a dans nos frigos, plutôt que de faire un inventaire juste une fois, 3 mois ou 6 mois. Ou encore de faire des achats communs avec d'autres organismes ou d'autres entreprises. Privilégier l'achat local, mais pas nécessairement juste en nourriture. On a l'habitude plus dans la nourriture, mais ça peut aussi être dans les décorations, dans les fournitures, dans l'équipement qu'on achète. Minimiser la consommation de viande. La production, l'élevage est une grande source d'émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être à travers les événements qu'on organise, souvent des petits bouchées, c'est vraiment simple, de juste pas intégrer la viande là-dedans. Privilégier les véhicules à faible consommation ou hybrides, voire électriques. Denis a parlé un peu de son exemple de carte électrique. Avoir une politique de compensation des émissions de GS, ça peut être de calculer à la fin de chaque année selon nos déplacements ou si vous préférez calculer ça selon l'événement ou selon la production de déchets, d'évaluer à quoi c'est élevé nos émissions de gaz à effet de serre, puis de venir compenser en plantant des arbres, en donnant de l'argent à une compagnie qui va planter des arbres pour nous. Puis réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Justement savoir c'est où qu'on est mieux de se concentrer là, pour faire des actions les plus efficaces. Puis avoir un compte rendu de l'efficacité de nos actions. OK, merci. Favoriser le covoiturage, en commençant, je vais vous dire que c'est pas facile de convaincre les gens. Puis, il y a des bonnes raisons aussi. On a Gaspésie, on a comme tout chacun un véhicule. Là. Si on est en ville, covoiturage, métro, autobus, c'est correct. Chez nous, covoiturage est très difficile pour quand ils viennent travailler à la pépinière. Ils ont chacun le gros sac avec les bottes de pluie, tout ça. Ils retournent avec ça chez eux le soir. Il y en a qui commencent à 6 heures, il y en a à 7 heures, il y en a à 5 heures. C'est beaucoup plus difficile d'avoir ça chez nous. Puis, c'est dans les 2 pépinières. Ça fait, je me dis, ça doit être correct. Là, si on le fait dans les 2 pépinières, bon. Mais
on suggère très fortement quand il y a des événements spéciaux à notre Assemblée générale annuelle, sorte de faire du covoiturage. Quand il y a des formations locales, on a fait faire une formation d'éco-conduite par justement Maxime Côte-Noire qui a nous donné formation d'éco-conduite. Fait que tous les gens sont remplacés 3-4 par véhicule. Ça partait de Port-Daniel jusqu'à Maria. Puis on a fait ça à Caplan dans un lieu central. Ça fait que les gens ont covoituré. Ou quand moi ou d'autres techniciens qu'on va en ville pour des rencontres techniques. Certains qu'on ne part pas avec chacun 4 véhicules. Là. Quand on part le véhicule, il y a 3 minimum, sinon 4 personnes par véhicule. Fait que on se trouve à faire du covoiturage là-dedans. Véhicule électrique, mais je l'ai parlé tantôt avec les cartes de golf. Politique, compensation des émissions de gaz à effet de serre, ça a sorti quand on s'est réunis, puis qu'on a fait notre évaluation de la politique de développement durable. C'est une idée, on a dit on veut se diversifier. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on a des plans. Gaz à effet de serre. Fait qu'il y a eu comme un pop en un moment donné qui a dit est-ce qu'on pourrait avoir une opportunité d'affaires avec ça? Ça fait que Sargim offre le service que Élise parlait tantôt, clé en main. Sargim.com, vous avez fait tant de kilomètres dans votre année, vous avez été en voyage, vous avez pris l'avion. Un petit enter là-dessus, et vous consommez de l'électricité, oui, un petit enter là-dessus, mais vous avez consommé tant de kilos de gaz à effet de serre. Il faut vous planter 3 arbres. Puis les arbres sont à 5 $. Ça fait que là, rendu là, vous avez 4 viseurs, 4 pressure cards. Fait que c'est clé en main. Puis cette activité, enfin, profitez pour dire que cette activité-là, on l'a fait une fois par année avec les entreprises et les individus qui ont voulu compenser le gaz à effet de serre. C'est médiatisé. Cette année, il y a eu QFM, il y a eu TVA qui est venu, l'écho de la paix aussi qui est venu faire ça. Il y a l'association forestière qui vient toujours avec nous autres, qui nous donne un coup de main, et on prend toujours une classe d'élèves pour la sensibilisation à la base. On a pris une maison des jeunes, on a pris une 5e année, puis une 4e année dans les 3 dernières années. Ça fait que nous autres, on plante 90% des plants, puis 10% qui restent, mais c'est chaque entreprise vient planter son plan de gaz à effet de serre. Fait que ça, c'est un service qu'on offre clé en main. C'est dans la Gaspésie. Ça nous tentait moins d'aller planter des arbres au Pérou. Je n'ai rien contre le Pérou, je n'ai rien contre les arbres au Pérou non plus, mais il n'y avait rien qui se passait ici en région. Fait qu'on a dit, on va essayer Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Il n'y a pas d'autres mondes qui le font d'ici à Québec. Là. Fait que ça fait 3 ans qu'on offre ce service-là. Et réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre, on est chanceux, on produit quelque chose de vivant. Hein? Ça fait que nous autres, on consomme, mais aussi les petits arbres absorbent le gaz à effet de serre. Fait qu'on est chanceux. La première année, on était carboneutre. On était un petit peu en bas de carboneutre. Il restait des petits moyens de faire, mais quand on a enlevé le mazout, hein? Fait que on a tombé carboneutre, on est même rendu mieux que le carboneutre. On absorbe, les plants absorbent plus de gaz à effet de serre que nous autres, on en dépense. Puis même à ça, on prend tout le kilométrage de tous les employés qui viennent travailler dans l'année et les déplacements qu'on fait à l'extérieur et on compense nos gaz à effet de serre aussi dans les lieux pépinières. Fait que c'est tous des moyens là, qu'on peut prendre, mais le premier, c'est la réduction à la source. C'est ça la première chose à faire. Quand on ne peut pas réduire à la source, mais il y a un moyen qu'on offre, c'est la compensation. Est-ce que vous avez des questions sur Monsieur le catégorie, biodiversité. Donc, c'est plus pour favoriser la conservation de la biodiversité, diminuer notre impact là-dessus. Ma première proposition, c'est d'utiliser un moteur de recherche vert. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a Ecosia et Lilo qui sont possibles. Donc, Ecosia, c'est le même principe que Google, sauf que au lieu de ramasser l'argent qu'ils font sur les publicités, eux autres plantent des arbres directement avec l'argent qu'ils font sur les publicités. Ecosia, vous pouvez voir directement votre petit compteur d'arbres qui augmente à chaque fois que vous faites des recherches. Puis Lilo, c'est un moteur de recherche français qui vous donne l'option de choisir concrètement le projet où vous voulez que l'argent aille. Donc, ça peut être un projet environnemental, ça peut être aussi un projet communautaire, mais c'est beaucoup des projets qui se passent en France. Ensuite, fournir aux services d'entretien une liste de produits, recettes de nettoyants écologiques et leur demander de passer ouvert. Même chose avec le paysagiste, lui demander de ne pas utiliser d'engrais ou de pesticides chimiques.
Favoriser la végétation nourricière indigène et variée. Donc, par nourricière, on entend les arbres fruitiers, par exemple, qui vont produire une source de nourriture possible. Indigène, ben, c'est des espèces locales qui ont l'habitude de pousser ici. Puis variées, ben, pour alimenter une biodiversité. Favoriser l'achat de produits non surexploités. Ça passe par exemple dans l'achat de mobilier, éviter certains types de bois qui sont très surexploités, ou encore au niveau de la nourriture, ben, l'huile de palme à éviter par exemple. Privilégier les peintures et teintures à faible teneur en composés organiques volatiles qui ont un fort impact sur la qualité de l'air. Utiliser des produits sans phosphate aussi, qui nuisent beaucoup à la qualité de nos rivières, de nos lacs. Et finalement, ben, installer des niches d'oiseaux, d'insectes ou de chauves-souris pour aider ces animaux-là au niveau de la biodiversité. Justement, je vous avais parlé tantôt qu'on avait des pesticides chez nous, on essayait de les éliminer le plus possible, puis on s'est aperçu qu'on avait un insecte qui était très prisé par les chauves-souris et les hirondelles. Ça fait qu'on a fait des niches à chauves-souris et à hirondelles, puis juste avoir fait ça une année, on a passé de 5 applications de pesticides à 3. Juste à avoir mis ça là. Ça fait que ça se trouvait être un plus pour nous autres. Et présentement, on a une espèce, c'est le charançon. Le charançon, chez nous, il ne mange pas nos plants, mais la larve de l'année d'après vient annuler le plant, donc le plant meurt. C'est que là, on a trouvé des nématodes. C'est un champignon. C'est biologique qui va arriver, puis il va s'incruster dans la carapace du charançon, qui va devenir plus mince. Fait que le charançon va mourir. Fait qu'en ce temps-là, on pourrait sauver 2-3 applications qu'on fait pour aller tuer les charançons, que présentement, ils sont en train de s'habituer aux pesticides qu'on est en train de mettre. Il faut essayer de trouver une autre famille. Là. Mais là, on fait beaucoup de recherches. On a un jeune agronome qui est chez nous, là, qui est en train de regarder ça pour implanter des nématodes chez nous. Si vous avez des questions sur ces différentes actions-là. Fait que, je pense qu'on est rendu à la dernière catégorie d'actions dans les communications. Fait que, par exemple, ajouter une invitation à la réflexion environnementale dans votre signature courriel. Que ce soit juste de dire, est-ce que vous avez vraiment besoin d'imprimer ce courriel, pensez à l'environnement? Ou encore, avez-vous envisagé le covoiturage? On ajoute ça dans notre petite signature courriel, puis ça se fait automatiquement. Communiquer vos engagements, c'est très important. Ça amène une image aussi, mais que les gens sachent un peu c'est quoi vos conditions par rapport à ça. Communiquer aussi les résultats, autant à l'interne qu'à l'externe. Ça motive les employés, ça motive les consommateurs, ça motive les autres entreprises aussi. Outiller les partenaires pour qu'ils mentionnent les démarches entreprises. Donc, que ce soit vos fournisseurs, qu'ils soient justement au courant de ces démarches-là pour pouvoir en parler à leur tour aussi. Dialoguer avec les fournisseurs pour connaître, eux, leurs propres pratiques en développement durable. Récolter les idées, recommandations des employés, des clients. Ils ont souvent des très bonnes idées auxquelles nous, on n'a pas pensé. Ils sont plus dans le concret des fois pour certaines choses. Ils peuvent amener des points très importants. Favoriser l'échange d'idées par des rencontres de remue-ménage. Faire la sensibilisation des clients, employés. Ça peut être sur divers sujets, autant recyclage que biodiversité, changement climatique. Former les employés à consommer les produits éco-responsables. Donc, ils connaissent un peu c'est quoi les avantages des uns par rapport aux autres. Former les employés à devenir les ambassadeurs de ces démarches. Ça va vraiment beaucoup simplifier vos actions si les employés les prennent et en font les leurs pour vraiment les mettre de l'avant. Et finalement, rester à l'affût des incitatifs financiers disponibles pour profiter des occasions qui se présentent au niveau monétaire. C'est ça. C'est ce qui est, je trouve, le plus difficile quand on a une politique de développement durable, c'est la partager. Je trouve qu'on est bon à mettre des choses en place, mais d'aller valider par la suite que ces choses-là ont bien été faites, on a beaucoup de difficultés avec ça. J'ai jasé avec quelques entreprises qui sont pas en foresterie, puis ils ont de la misère aux autres aussi. On a un problème, on le règle, mais c'est difficile après d'en revenir et de dire, oui, on l'a mis en place quand, ça? On a fait un suivi, là. C'est ça que je trouve le
le plus dur. On s'est ouvert une page Facebook privée qu'on jase avec nos gens et nos employés, mais on a une page Facebook publique aussi. Quand on essaye de mettre, on parle de compensation carbone, on parle de notre politique de développement durable, de ce qui se passe en foresterie, ce qui se passe dans les pépinières. Au niveau des partenaires, quand on a fait notre politique de développement durable, on a envoyé un questionnaire à chaque fournisseur, les principaux. Ça comportait, c'était 2 ou 3 pages. Hein. Est-ce que vous connaissez Sargim? Hein? Vous connaissez comment Sargim? Pépinière avait des chaleurs, c'était la même chose. Est-ce que vous pensez qu'on traite bien nos employés? Est-ce que vous pensez que nos employés ont un salaire décent? C'était des questions de même. Puis on est arrivé, puis on a dit, OK, ils ne nous connaissent pas pour tout. Là. Fait qu'il faut se faire connaître. Fait dans la politique de développement durable, un aspect, ça a été de se faire connaître plus. Fait que c'est là qu'on a commencé à essayer de passer à la télévision. Quand on fait notre compensation carbone, ça fait ça aussi, là. Venir ici aujourd'hui, ça, c'est de la promotion aussi. On fait parler de Sargim en même temps. Fait que si on vient ici, c'est parce qu'on a une politique de développement durable. Fait que ça peut faire allumer d'autres personnes pour dire, hey, Sargim, ils en font. Fait que c'est des petites actions de même que tu n'es pas obligé de passer à la TV à tous les semaines, mais c'est des petits pas qu'il faut que tu fasses. On fait partie de l'Office des producteurs de plants forestiers du Québec. Je vais représenter notre politique de développement durable. On fait partie d'une Fédération québécoise des coopératives forestières. Je vais représenter. Et le ministère des Faunes naturelles, Faune, Forêt et Parcs à Caplan. Je vais représenter notre politique de développement durable aussi. Et aux autres aussi, on avait envoyé le questionnaire. Fait que ça, on va le renvoyer dans 5 ans. Est-ce que vous trouvez qu'on s'est amélioré? Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on continue de faire? Et on l'avait envoyé à nos employés aussi. Ça a été une base importante. Sensibiliser les clients. On a notre principal client, c'est le ministère Faune, Forêt, Parc à Caplan. C'est correct, on l'a fait. Mais on a un petit côté ornement, nourrissement qu'on vend à monsieur, madame, tout le monde. On vend des épinettes, on vend des feuillus. Rendu là, on essaie de leur donner des conseils, de prendre des pesticides, des pesticides plus bio. Hein, un savon, des fois, pour enlever des punaises, un savon, n'importe quel savon, ça peut faire aussi bien que tu mets de l'inhalation dessus. Là. Utiliser le compost, des façons de faire, pas obligé de prendre quelque chose de chimique pour pouvoir que son plan soit beau dans une couple d'années. Formez vos employés, impliquez vos employés, essayez de les avoir de votre bord. Si vous avez des employés de votre bord, là, ça va aller tout seul que moi, dans mon bureau, on fait une politique de développement durable, hey, j'ai eu une bonne idée. Si tu n'impliques pas personne autour de toi, là, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Fait qu'il faut que tu impliques les gens. Il faut que tu ailles jaser avec d'autres personnes pour pouvoir avoir d'autres idées. Puis en implication des employés, mes comités paritaires. Hein? J'ai 4 personnes à Sargim, 4 personnes à Pépinière et des Chaleurs. Puis dans les 4 sphères de gouvernance, environnement, j'ai essayé de cibler des gens qui étaient un leader dans l'entreprise, je l'ai mis dans la gouvernance. La personne qui s'occupe toujours des parties de fin d'année, mais je l'ai mis comité social. Chaque personne avait été comme identifiée aux 4 sphères du développement durable. Puis je pense qu'il y a eu une synergie après, tout le monde était plus à l'aise dans son mandat de gouvernance que l'avoir mis dans une autre sphère. Et se faire aider par une personne externe. C'est sûr, mais les 2-3 000 piastres que vous allez prendre, là, vous allez le gagner après, juste 1 an. Puis ce ne sera peut-être pas ce que vous pensez que vous allez sauver de l'argent. Ça va être un autre aspect et qu'on n'avait pas pensé à ça. Puis ça regroupe tout le monde, ça fait une synergie. Vous avez des questions sur ces actions-là? Je vais passer à la dernière section qui est des documents, des outils dans la démarche qui vous aideraient à appliquer ces actions-là, entre autres. Par exemple, tout d'abord, un bilan des émissions de gaz à effet de serre, on en a parlé un peu. C'est un outil très pertinent pour faire la priorisation des actions éco-responsables à mettre en place. Ici, j'ai mis l'exemple de justement ce que Maxime Côte-Noire a produit pour Sargim. On peut voir ici justement en 2017, il était carboneutre. Puis ici, j'ai fait un petit diagramme qui montre les différents secteurs responsables des émissions de la coopérative Sargim en 2017. Donc, ça montre clairement, OK, c'est vraiment les déplacements des employés qu'on a le plus à faire ou qui ont la plus grande part. Donc,
que les actions auraient une plus grande importance. Donc, c'est un outil qui peut être très pertinent pour avoir une idée visuelle des actions à prioriser. Ensuite, un document d'engagement, ça peut être autant interne, comme par exemple un guide de l'employé, que externe, comme une politique de développement durable. Ça sert surtout à énumérer, informer les employés ou le public des actions éco-responsables qui s'intègrent à votre quotidien surtout. Puis ça permet de donner une image claire là, de où l'entreprise veut aller en matière d'éco-responsabilité. Je donne un petit exemple en termes de guide d'employés. C'est un texte qui dit, grosso modo, comme quoi que l'entreprise s'engage dans des démarches, qu'elle veut que les employés s'impliquent aussi. Puis après, on met une petite liste là, de ce que justement les actions qu'on veut promouvoir à l'intérieur de l'entreprise auprès des employés. Ensuite, on peut aussi mettre une petite liste des actions qu'on veut plutôt que l'entreprise elle-même promouvoie, des actions que les employés ne peuvent pas nécessairement prendre eux-mêmes, mais qui sachent que l'employeur fait aussi sa part et qu'il veut favoriser tel type d'action. Puis aussi de parler des actions qu'on veut revérifier à chaque année, là, par exemple le positionnement des meubles ou le bac de recyclage. Puis dans le guide de l'employé, ben, on peut même demander à la fin de l'employé de signer comme quoi qu'il a pris connaissance, qu'il va essayer de devenir un ambassadeur de ses actions au meilleur de ses connaissances et de sa capacité, bien sûr. Au niveau des documents publics, j'ai mis comme exemple la politique de développement durable de Sargent, qui couvre les aspects de gouvernance économique, sociale et environnementale du développement durable. J'ai mis l'exemple ici du volet environnemental sur lequel ils décrivent les principales actions qu'ils veulent mettre de l'avant. C'est sur notre page Facebook, notre page web aussi. Si vous l'avez là. Ensuite, un plan d'action. Plusieurs avantages, ça sert à ne pas rien oublier dans les tâches, optimiser les moyens humains et financiers, maîtriser le temps de la mise en œuvre de ces actions-là, savoir à tout moment où on se trouve dans la mise en place des actions, aussi pouvoir trouver des solutions si on a un changement dans le plan d'action et impliquer et motiver les équipes en définissant les rôles précis pour chacune des actions. Pour avoir un plan d'action efficace, c'est vraiment recommandé d'impliquer justement les collaborateurs concernés, d'informer les parties prenantes de l'avancée du plan, de prévoir des délais réalistes, puis d'élaborer un document simple, clair et opérationnel. Je vous ai fait un petit exemple de modèle de plan d'action sur lequel, admettons, j'ai mis une liste d'actions à faire. À côté, on peut mettre le nom de la personne responsable. Puis ensuite, on a notre échéancier dans lequel on indique tout simplement, OK, si je veux qu'en décembre 2019, on commence à penser à l'action numéro 1, je mets dans début du plan, je mets le 8. Puis là, j'ai mon petit assuré qui se déplace au 8. Puis après, je dis, OK, mais en mai 2020, je veux que là, on commence à intégrer cette action-là. Mais là, je mets mon 11 à côté. Puis ça me fait un visuel vraiment de ce qu'il y a à accomplir quand que je dois commencer à y penser, quand que je dois commencer à le mettre en œuvre. Ensuite, une politique d'approvisionnement responsable. C'est un outil très pertinent qui permet à l'entreprise de mettre en œuvre les principes qu'elle défend. Plusieurs objectifs, s'assurer que les achats soient cohérents avec justement ces principes, ces valeurs, de mettre de l'avant des habitudes d'approvisionnement responsables, de contribuer à la sensibilisation, à l'éducation des acheteurs, des fournisseurs, et d'encadrer tous les achats de produits, de services faits par l'entreprise auprès de ses fournisseurs. Je vous donne un petit exemple. Le Plateau Montréal, qui ont publié leur politique d'approvisionnement responsable, commencent par montrer leurs principes fondamentaux sur lesquels les autres ils veulent se baser. Par exemple, en environnement, on parle d'avoir des achats qui correspondent vraiment à des besoins réels. Les autres ont décidé de mettre en italique les critères qui seraient vraiment exigés. Puis ensuite, en ordre, ceux qui seraient à privilégier.
Donc, après avoir exigé que l'achat répond à vraiment un besoin réel, ben, on regarde est-ce que le produit est créé localement, est-ce que l'emballage est minimal, recyclable, etc. Ils ont aussi un aspect économique dans leur critère pour que ce soit clair auprès des employés. Au niveau, ils ont aussi produit une grille concrète d'analyse des fournisseurs, donc pour que les employés puissent répondre directement, savoir quelles questions poser aux différents fournisseurs pour ensuite prendre la décision lesquelles choisir. Puis, ils ont finalement fait aussi des fiches d'aide à la décision. Ils ont pris tous les produits que dans leur organisme, dans leur municipalité, ils achètent beaucoup, ils consomment beaucoup, puis ils ont fait des petites listes d'aide à la décision pour les personnes qui s'occupent des achats. Par exemple, on peut soumettre certains d'entre eux au niveau de l'achat de mobilier intérieur. Les autres ont décidé d'exiger que les fournisseurs reprennent les emballages superflus. Ils veulent ensuite privilégier les meubles qui sont facilement recyclables. Puis, ils veulent exclure tous les articles qui présentent des concentrations élevées de composés organiques volatiles. Ils ont fait ça vraiment pour plein de choses, autant impression, communication, produits d'entretien, graffiti, peinture. On peut aussi produire un document qui va présenter, par exemple, des exigences environnementales, que ce soit pour nos collaborateurs, nos fournisseurs, ou pour évaluer des politiques, des stratégies, des programmes, des projets. Ça permet d'étendre notre rayonnement par l'entremise des partenaires. Je vais vous mettre quelques exemples. Ça peut être justement juste ajouter un petit paragraphe à nos appels à projets, contrats ou offres de services qui dit l'engagement de l'entreprise, puis qu'est-ce qu'on veut favoriser auprès de nos partenaires. Ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus élaboré, comme c'est l'Université du Québec de Chicoutimi, je crois, qui a monté cette grille de développement durable, on répond à une foule de questions, puis qui permet à la fin de savoir où se place soit cette politique, soit cette stratégie, ou programme, ou projet, en termes des différents aspects du développement durable, donc écologique, social, éthique, économique, culturel. Puis on peut aussi regarder certains secteurs en particulier, donc on peut regarder juste et de la dimension écologique, où le projet se situe mieux, est-ce que c'est en termes de biodiversité, de ressources, ou est-ce qu'il y aurait des gains à faire pour ensuite favoriser des projets qui ont un meilleur impact environnemental. Puis ils ont, ça c'est un exemple justement de la grille à remplir, qui est un fichier Excel qui montre les questions, puis qui remplissent au fur et à mesure. Puis ils ont aussi fait une version plus courte, où là, il y a comme 32 questions. Ça, c'est les questions au niveau plus écologique. Puis ils arrivent aussi avec les résultats qui vous permettent de clairement voir, coter ces différents projets-là pour les comparer les uns par rapport aux autres. C'est des outils très pertinents. Finalement, il y a plusieurs ressources aussi qui peuvent vous aider dans vos démarches. Votre conseil régional d'environnement, votre éco-leader régional, communique, votre SADC, votre CAE, dans certains cas, peut vous aider, vous accompagner dans certaines démarches. Coton en consultation aussi. Puis Magnitude 10, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme qui offre plusieurs ressources, là, autant des guides, des annonces quand il y a des financements disponibles pour certains projets. Une plateforme très pertinente. Il y a aussi déjà une foule de guides qui sont disponibles. Autant des guides surtout éco-responsables, que ce soit pour une catégorie particulière d'entreprise, pharmacie, salon de coiffure, camp de jour, ou pour des actions éco-responsables plus précises. Donc, si vous voulez éliminer le plastique, si vous voulez intégrer le compostage dans les institutions, commerces et industries, si vous voulez organiser un événement éco-responsable, c'est tous des guides qui sont déjà disponibles, accessibles au grand public pour vous aider dans vos démarches. Je peux vous donner des petits exemples. C'est un guide qui a été réalisé par plusieurs ministères ensemble qui offre une liste à cocher quand vous organisez une réunion ou une assemblée éco-responsable. Donc, vous lisez les questions, vous regardez, bon, est-ce qu'on doit penser au déplacement, l'hébergement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des équipements, tout ça. Donc,
tout est clair, vous avez juste à cocher ça, puis vous savez si qu'est-ce que vous avez fait là, pour rendre votre assemblée plus éco-responsable. Au niveau des événements, ben, Sargent a produit aussi un guide pour événements éco-responsables qui propose des conseils selon ces 5 catégories-là: alimentation, matériel visuel, transport, communication et sensibilisation. J'ai mis ici un petit exemple de deux actions qui sont proposées dans le secteur de communication. Opter pour un affichage adéquat, choisir ses objets promotionnels. Je ne sais pas si tu veux dire un peu plus sur ce guide-là. Ça donne un exemple. Je ne vais pas tout vous montrer les actions parce que ça vient un peu à ce que je vous ai présenté précédemment, mais concentré pour un événement. C'est sur d'autres pages web aussi. Oui, disponible public. Ensuite, ça c'est le guide qui a été produit par les cégeps et Environnement Jeunesse, qui montre, selon les différents types d'emballage de plastique, qu'est-ce qu'on peut faire comme solution spécifique. Puis, il propose aussi une liste de principaux fournisseurs qui fournissent justement des options plus durables, recyclables, compostables de ces différents contenants-là, emballages-là. Ensuite, il y a aussi des certifications, des normes qui existent pour les entreprises et les organismes qui voudraient aller en chercher. Par exemple, ici, On Recycle offre une certification au niveau des actions que vous faites de recyclage. Il y a aussi des certifications pour bâtiments durables, gestion de l'énergie, gestion environnementale, la gestion responsable d'événements aussi, pour des produits éco-responsables forestiers, des produits de la mer aussi, et la construction d'immeubles aussi plus durables. Puis une norme qui accompagne dans l'application des principes du développement durable. Finalement, les éco-logos qu'on peut essayer de repérer quand on justement regarde nos différents fournisseurs, qu'on peut acheter quelque chose, que ce soit pour repérer des aliments qui sont locaux, qui sont meilleurs pour la biodiversité, qui sont organiques, qui économisent plus d'énergie. Est-ce que vous donnez une idée de tout ça? Finalement, des fois le plus intéressant, les programmes, il existe une foule de programmes pour vous aider dans la réalisation d'actions éco-responsables. J'en ai mis des exemples. Le premier, il y a notre fonds régional en environnement au CREGIM qui justement donne de l'argent pour des projets environnementaux. Il y a aussi des programmes de Hydro-Québec qui vous accompagnent, par exemple, dans l'installation de postes d'éclairage d'aile. Il y a des solutions environnementales plus au niveau agricole, avec Financement Agricole Canada. Arbre Canada aussi donne des subventions pour la plantation d'arbres. Il y a aussi une subvention d'éco-camionnage auprès du ministère des Transports pour installer une borne de recharge. Vous pouvez aussi recevoir de l'argent. Même chose aussi pour l'éco-performance au niveau du transport, encore une fois. Et d'autres types de financement aussi au niveau des ministères, forêt, la faune et les parcs et l'agriculture. C'était ma dernière présentation. Est-ce que j'avais des questions? Vraiment, il y a le petit passeport. C'est une longue démarche, il faut être patient. Oui, c'est ça. Oui, prioriser, puis y aller avec. Puis avoir un plan d'action qui soit tangible. Oui. À la deuxième année, l'an passé, on a fait notre rencontre, puis j'ai dit à Mathilde, on n'a rien fait cette année. Oublie ça, je suis quasiment gêné, on fait notre réunion la semaine prochaine, on n'a rien fait. Puis on va voir. On s'en réunit, on avait fait 25% de notre plan d'action. Tu sais, c'est des choses qui étaient simples, mais qui étaient marquées dedans, là. On le savait là. Fait qu'on a passé de 25 à 50% dans lui, puis tiens, là, tout le monde est encouragé. Ouais. C'est sûr que quand tu arrives avec des données, des faits, là, qu'on peut OK, une rétroaction, là, vraiment, oui, chose mesurable. Oui. Il y a 100 locales d'emploi aussi qui peuvent subventionner. Qui n'étaient pas dans. Oui. Des subventions. Comme toujours avec Maxime, là, c'est subventionnable à 50%. Par le centre local d'emploi, oui.
Mais il y a une belle ressource là aussi. Là. Oui, Il ne faudrait pas négliger. On va, oui. C'est quoi les coûts pour être accompagné par Dominique au Crégine, par exemple? Gratuité. C'est gratuit. L'accompagnement de l'éco-leader est offert gratuitement à toutes les entreprises de la Gaspésie.